Monsieur Abazen, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 2 octobre 2020 et vous avez accepté de nous recevoir pour partager un morceau de connaissance avec nous et avec tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube à JC. Je suis ravi. Alors nous sommes physiquement chez vous, mais dans l'espace virtuel d'Internet, c'est nous qui vous recevons. Donc comme ça se fait traditionnellement, on va vous demander les nouvelles. Les nouvelles, comme on dit ici, sont bonnes. Je suis avec vous pour parler un peu de culture de façon générale, pour me présenter. Et je peux dire qu'on commence plutôt bien cette interview. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et puis ensuite peut-être présenter le morceau de connaissance que vous voulez nous présenter aujourd'hui? Alors, je m'appelle Abazein, à l'état civil. Je suis médecin. C'est le seul diplôme d'ailleurs que j'ai, véritable. Donc, j'ai fait des études de médecine, donc je suis médecin. Mais très vite, je me suis intéressé à l'art et à la culture. Et on va dire qu'au fil des années, depuis maintenant 20 ans à peu près, même 25 ans, la culture et l'art sont mes créneaux et mes credos. Hein. Je continue toujours à consulter, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est vrai que la médecine n'est plus le pôle principal de mes activités. Voilà. Donc je m'intéresse à la culture et à l'art. L'art de façon générale. Et quand je parle de culture, je m'intéresse énormément aux arts du spectacle, donc aux arts vivants. Tout ce qui concerne la scène, le théâtre, la musique, les chants, la mode. Voilà. C'est un peu mes labels, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, pour cette interview, moi j'aimerais bien qu'on parle justement, parce que la culture c'est un monde où tout le monde peut se retrouver. Et c'est peut-être l'un des rares mondes où on peut se retrouver sans distinction de race, de religion ou même de suprématie. Et moi j'aimerais bien traiter avec vous un sujet qui m'intéresse énormément, surtout en ces moments tellement difficiles lorsqu'on voit l'état du monde, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble est très important pour qu'on puisse non seulement le partager, mais le vivre, mais et aussi en faire un héritage pour les enfants de demain. Je crois que c'est très important lorsqu'on regarde un peu les infos, lorsqu'on regarde l'état du monde. Est-ce qu'on va dans un monde unilatéral ou est-ce qu'on va dans un monde multilatéral où on respecte justement les différences, parce que nos différences font notre force. Et nos différences font la beauté du monde. Et je pense que c'est un sujet oui, particulièrement qui m'intéresse et qui me... Le mot intéressé, c'est pas dans le sens, voilà, c'est pas ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais il est tellement important, et il est important tous les jours. Et il est vital qu'on en parle et qu'on le partage. Je voudrais d'abord rectifier quelque chose, j'aurais dû dire docteur Abazen à ce moment-là, puisque vous êtes docteur, effectivement, c'est vrai que vous êtes connu en Côte d'Ivoire, vous êtes connu comme un homme de scène, un homme de spectacle, un homme de culture, et c'est vrai que parfois on occulte un peu la partie médecin, donc Oui, mais en même temps, je comprends. Mais je ne suis pas quelqu'un au titre et aux médailles. Donc, c'est bien. On me dit docteur, bon, c'est un titre qui me sied. Puis de toute façon, j'ai un doctorat en médecine, forcément. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le principal. Et pour une autre raison qui est peut-être plus humaine. Dans les mondes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, le médecin, peut-être moins en Europe aujourd'hui, dans ces pays occidentaux, je ne peux pas parler des États, des Amériques parce que je ne connais pas, mais donc, dans les pays en voie de développement, on va dire ça comme ça, le médecin a un tel positionnement, voire demi-dieu, qui me gêne un peu. Donc je préfère la simplicité de monsieur ou même de Abbas. Voilà, médecin, oui, c'est bien, j'ai un doctorat, mais j'ai eu la chance d'avoir ce doctorat, j'en suis très fier. Mais celui qui est boueur et qui a ce métier de boueur, je le remercie et je l'appelle aussi monsieur. Parce que s'il ne faisait pas son métier, j'aurais été bien embêté. Donc, je n'ai pas de problème avec les titres. Voilà. Donc, on peut continuer à dire monsieur ou Abbas, ça ne me dérange pas. Mais si docteur sort, ça ne me gêne pas aussi. très très bien. Voilà. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Alors vous avez voulu parler du vivre ensemble à travers la culture. Oui. Qu'est-ce qui vous a déjà éveillé à cette nécessité de défendre le vivre ensemble à travers les différentes
les différentes actions culturelles que vous avez eues et qui ont été saluées en Côte d'Ivoire, et même à l'international, si je ne Oui, c'est m'abuse. vrai que maintenant, c'est ça à l'international. Il y a eu deux événements. Il y a eu deux événements qui sont très nets. Quand j'étais élève et étudiant en Côte d'Ivoire, on avait créé une association des élèves et étudiants libanais de Côte d'Ivoire. Et on voulait, oui, il fallait être reconnu, on était beaucoup de Libanais. Principalement, 90% de ces Libanais, pour ne pas dire 99, étaient des enfants qui étaient nés ici ou grandis ici. Donc il y avait, qui étaient déjà de la deuxième ou la troisième génération. Et on était toujours considérés comme des Libanais. On n'était pas à part entière dans cette communauté. À juste raison aussi, je veux pas, on était considérés comme ça, peut-être parce que nos parents ou nos grands-parents aussi nous avaient légué une valise qu'on n'avait jamais posée. Nos parents ou nos grands-parents nous disaient toujours votre pays, votre pays, votre pays, c'était le Liban. Eux-mêmes n'avaient pas connu le Liban. Mais ils disaient toujours au Liban, oui, et il fallait retourner au Liban. Les plus beaux fruits, c'était au Liban. Les plus belles femmes, c'était au Liban. Le plus beau monde, c'était au Liban. Mais eux-mêmes ne le connaissaient pas. Donc on a vécu pendant très longtemps avec ce rêve, avec cette valise, c'est le va, viens et reste. Et finalement, on n'est jamais parti. On est toujours resté et on n'a jamais rien construit. Donc à un moment donné, il fallait quand même dire ah non, ça ne marche pas. On a effectivement une histoire, une mémoire qu'il faut absolument garder. C'est ce que je parlais de la différence. Mais en même temps, on avait le devoir, le droit de construire notre propre histoire dans ce pays qui nous recevait depuis plus de 100 ans. Et non pas rester constamment dans le rêve. Et lorsque j'étais donc élève, et on se disait, mais qu'est-ce qui pouvait nous relier à notre pays? Notre pays, on ne va pas dire natal, mais notre pays, voilà, d'héritage. Parce que finalement, moi je suis né à Dakar, je suis venu ici à 3 ans, donc voilà, du Liban, je ne connais pas. Ni j'avais de la famille, ni il y avait un bien, un morceau de terre, rien me liait au Liban, que l'héritage que mes parents m'ont transmis. Et la seule chose qui pouvait nous lier à ce Liban beau qu'on gardait, parce que Liban millénaire, c'était effectivement la culture, les chants et la danse. Et nous avons créé comme ça une troupe de danse, sauf que personne ne connaissait ce folklore parce qu'on était là. Et j'ai eu un pari fou, j'ai pris ce pari-là, on va dire que je l'ai gagné. Je l'ai gagné et donc on a fait une belle troupe. Et cette ébauche, cet embryon de troupe, plus tard est devenu une très grande troupe qui a fait de très gros spectacles à l'Hôtel Ivoire et qui réunissait tous les Libanais. C'était des spectacles communautaires. Et je me rappelle le dernier spectacle que nous avons fait, ça s'appelle les Nuits d'Orient. Les Nuits d'Orient. Et c'est là que j'avais compris, lorsque j'ai écouté nos percussions libanaises, qu'elles avaient absolument le même rythme que les percussions que j'écoutais ici. Et je me suis dit, ben, c'est pas possible, c'est la même chose, on pourrait donc à ce moment-là, peut-être, ne pas être communautaire et essayer de faire rentrer ce que les autres avaient et qui était beau, et on pouvait le rentrer chez nous, et vice-versa. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais donné cette idée-là, on m'a dit, mais t'es fou, ça ne va jamais se passer, et tout ça, et je l'ai fait. D'ailleurs, je le fais, et aujourd'hui, le danseur qui avait dansé ce jour-là avec nous est devenu l'un des plus grands chorégraphes ivoiriens à l'international, puisqu'il s'agissait de Georges Monboy, que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc ça a été le premier déclic. C'est qu'effectivement, on avait des choses qu'on pouvait partager. Ou on ne regardait que le spectacle, c'est-à-dire la danse, on ne regardait que ce rythme. On n'avait pas un regard sur le reste. Et on pouvait partager des émotions ensemble, des sensations. Et ça, c'était génial. Le deuxième déclic, beaucoup plus important, en 1990, je me suis installé comme médecin à Yamoussoukro. Seul médecin privé à Yamoussoukro. Et au bout de quelques temps, de quelques mois, j'avais très vite compris que moi, j'étais un notable dans ce microcosme social à Yamoussoukro, où il y avait 3 communautés qui se côtoyaient, forcément. Donc la communauté européenne, la communauté libanaise, et tout ce qu'on va appeler la communauté noire, africaine, ivoirienne, tout ça. Et à chaque fois qu'il y avait une belle soirée, une grande soirée, le médecin était invité.
parce que ça faisait bien d'avoir le médecin là, médecin privé qui était là, qui était sympa du reste. Mais dans ces soirées, on était entre communautés. J'étais le seul maillon qui faisait le lien entre ces trois communautés. Et c'était toujours un peu difficile, parce que c'était des soirées quand même qui étaient programmées, et quand je disais à quelqu'un, mais pourquoi il n'y a pas de Libanais, pourquoi il n'y a pas de Français, pourquoi il n'y a pas d'Africains, on me disait, oui, mais parce qu'en fait, l'information a été donnée dans les communautés. Donc voilà, et personne ne s'intéressait à l'autre. Et c'est là que j'ai décidé de faire l'atelier théâtre. J'ai décidé de créer quelque chose qui pouvait unir ces trois communautés. Et donc j'ai pensé que le théâtre pouvait être justement quelque chose qui permettrait le passage, pas en force, mais en douceur, et surtout le no limite, le no frontières. On pouvait aller vers l'autre, l'un et l'autre, sans qu'il y ait cette frontière de la couleur, de la religion, du regard. Je suis allé même plus loin, je ne voulais pas prendre, alors j'avais en plus deux textes qui m'intéressaient. Soit je faisais Khalil Gibran, le prophète, mais c'était très compliqué pour le jeune metteur en scène qui commençait. Et je suis tombé par hasard sur un livre de Tahar Benjeloun, La nuit sacrée et l'enfant des sables, que j'ai lu. La nuit sacrée était un prix Goncourt, et c'était une histoire, donc ça se passait au Maroc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, où j'ai trouvé ça très intéressant? Parce que je me suis dit, tiens, on va faire un atelier théâtre où tout le monde va jouer et on s'en fout complètement de qui joue le rôle. Les personnages pouvaient être multicouleurs. Ce qui est important, c'était le texte qu'on véhiculait. Comme ça, tout le monde va se retrouver. Et comme il y avait une fête, pendant cette mise en scène, il y avait une fête, la naissance d'un enfant qu'on fêtait, eh bien, j'ai appris le dapké à tout le monde. Eh bien, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus une seule soirée qui se faisait à Yamoussoukro sans que les trois communautés ne soient ensemble. On a vécu une expérience incroyable. Mieux, j'ai réussi à faire venir à Yamoussoukro, dans des salles complètes à l'INSET et à l'INSAC, de plus de 1000 personnes, des gens d'Abidjan qui venaient voir les spectacles. Et là, je me dis, mais oui, c'est ça. Donc les gens avaient besoin de se retrouver dans un espace où on pouvait partager nos émotions, où on pouvait parler, où on pouvait échanger, où on pouvait dire « Ah oui, mais vous jugez ça, mais voilà, ça, c'est pas tout à fait ça. C'est comme ça que ça se présente, c'est comme ça. » Donc, sans jugement. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça a été le départ de ma vie véritablement culturelle et de ce combat que je mène jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ça va même beaucoup plus loin, hein, parce qu'aujourd'hui, je prends des grands classiques, parce que je fais la musique classique et l'opéra m'intéresse, et j'adapte des grands opéras à notre culture africaine. J'ai adapté Carmen. Carmen, je l'ai amené à Adjamé. Carmen, chef de gang et non pas une rouleuse de tabac. J'ai fait Carmina Burana avec Kerstin Benke, qui est une chef d'orchestre allemande, où on a fait, dans Carmina Burana, on a mis de la kora, on a mis des percussions, on a fait une histoire africaine derrière cette histoire-là. Donc, voilà, c'est un sentiment de bonheur et de plaisir, de bonheur partagé, même pas de plaisir, bien sûr de plaisir, mais de bonheur total, de voir que tout le monde se ressemble. Voilà. Alors, et en même temps, avec la différence de chacun. Alors, justement, vous avez bien expliqué comment, par le vecteur de la culture, on pouvait dépasser les différences et puis se retrouver dans un espace commun de l'émotion, de la sensibilité, de l'art en général. Est-ce que, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'offre culturelle est présente? Est-ce qu'il y a vraiment une offre culturelle? Et puis, est-ce que elle est accessible à toute la jeunesse qu'on a ici et qui serait peut-être sensible à ça si on le lui apportait, si on la lui apportait? Alors, pour répondre à la fin, oui. Si on apportait les moyens à cette jeunesse, moi aujourd'hui je travaille avec eux déjà depuis plus de 20 ans, je vois toutes les ressources, on est dans un pays. Mais je peux vous dire, franchement, ce n'est pas parce que je me sens ivoirien que je suis ivoirien, ce n'est pas le mot sentir ivoirien, non, je suis ivoirien. On a une richesse culturelle qui est incroyable, Moi, je vais à tous les spectacles que je peux, bon, forcément, parce que j'aime ça et que je suis très curieux.
Non, je pense que cette jeunesse, elle ne demande que ça. Pour répondre à la première question, oui. Non, malheureusement, on n'a pas d'offre culturelle. J'ai réussi mon pari, enfin réussir, enfin, j'ai réussi mes paris, ceux sur lesquels je me suis engagé, sinon je ne suis pas d'honneur de... Voilà. Grâce à une volonté de faire, à une persévérance, grâce à des personnes que j'ai rencontrées et qui ont compris mon combat, qui ont compris que la culture était importante. La culture, c'est l'âme d'une population, c'est l'âme du peuple, c'est l'âme de l'homme. Je vais dire des choses, c'est vrai qu'on court après des sous, après l'argent, l'économie. Oui, c'est important. Mais quand je vois que toutes ces économies qui ne financent pas l'art et la culture, sous prétexte que c'est... J'ai l'impression de voir des clowns. Comment éveiller la Comment répondre à ça? Mais alors comment éveiller l'intérêt? Moi, je vois quand je vais pas citer de nom, forcément. Je vais pas citer de nom. Mais quand je vois voir des personnes pour leur parler de projets culturels, qui me reçoivent entre deux murs, entre deux trucs, qui me disent n'importe quoi, qui me montrent, enfin, qui me donnent l'impression d'être un mendiant, alors que moi je viens proposer un art, bien sûr, mais je viens de proposer du boulot, c'est sûr, mais je viens proposer surtout qu'on puisse vivre ensemble, quoi, et qu'on puisse découvrir l'autre. Je ne sais pas pourquoi les gens, lorsqu'on leur parle de l'art et la culture, ils ne pensent qu'au buzz, je crois. Quand on parle à quelqu'un de l'art et culture, ils vont penser aux chanteurs, aux coupés décalés, ils vont penser à des grands chanteurs ou grandes chanteuses. Et puis quand on leur parle de danse, alors là, la danse, c'est à peine si on leur parle de prostituées. Je veux dire, mais l'art et la culture, c'est quand même 30% du PIB français. Le Brésil, c'est un pays qui fait sa richesse sur sa culture. Donc c'est aussi un pouvoir économique. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Mais non, vous n'aidez pas, je ne suis pas mendiant, je vous dis voilà ce qu'on peut faire. Donc l'offre dont vous parlez est très importante. Il faudrait qu'on s'intéresse et qu'on en fasse justement un enjeu économique. Il faut qu'on en fasse un enjeu économique. Parce qu'en plus, on a les moyens de le faire. On a un pays qui est extrêmement riche, on a quand même des régions incroyables, avec des cultures différentes, avec des choses différentes. C'est très important d'en faire un enjeu économique. Et non pas s'intéresser seulement à l'industrie. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un minimum, quoi. Je vais vous donner juste un petit exemple. Alors, j'espère pouvoir le faire. Je le disais il y a pas très longtemps. Là, avec le Covid, bien sûr, tout s'est arrêté. Et c'est monstrueux. Et ceux qui ont payé les pots cassés les plus forts, c'est quand même tous les artistes, tous les sociétés de production, et bien sûr après les hôtels, les restaurants, donc tous ces gens qui reçoivent du monde. J'ai 3 projets qui me tiennent à cœur depuis 15 ans et que j'ai toujours voulu réaliser. Vous allez... et j'espère le faire, parce que bon, après il y a l'âge qui vient. Il y a Soundiata Keïta, la grande légende de Soundiata Keïta, qui est incroyable. Et je vais revenir pourquoi je veux faire Soundiata Keïta. Il y a Abla Pokou, grande reine, qui a donné naissance même aux Akans et à tout ce qu'on sait sur la Côte d'Ivoire. Et puis, ça va un peu surprendre tout le monde, il y a un projet sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Avec ses apôtres qui pourraient être des... C'est la vision de l'artiste après, hein. C'est des apôtres qui seront différents. Parce que les apôtres peuvent être aussi, les 13 apôtres peuvent être des personnes qui sont de religions différentes, de couleurs différentes, pour le monde. Alors pourquoi Jésus-Christ, moi qui suis musulman, pourquoi pas Mahomet? Alors ce n'est pas du tout, bien sûr, il y a le problème de la représentation physique d'un personnage, mais ce n'est pas ça qui fait que je ne choisis pas Mahomet ou Moïse. Non, Jésus-Christ parce que, d'abord, il a changé le monde, ça c'est évident. Et puis il y a le côté humain de Jésus. Le côté humain, le côté souffrance, le côté délivrance. Donc, c'est un personnage qui nous ressemble. Voilà. Alors, et puis il y a plein de choses. Bien sûr,
et après, il y a tout, pas le mythe, mais bon, je rentrerai pas là. Moi, je m'intéresse à ce personnage humain. C'est ça qui m'intéresse. À sa parole, enfin, à certaines de ses paroles. Donc, pourquoi Sundiata Keita? On parle des droits de l'homme en 1789. Mais les droits de l'homme existaient déjà au moment du Mandé. Les lois du Mandé, faites par Sundiata Keita, étaient déjà des lois sur les droits de l'homme, sur la reconnaissance de l'autre. Ablapoku, c'est autre chose. Lorsque je lis la légende d'Ablapoku, donc on parle de la légende parce que bon, il y a plein de trucs, c'est quand même curieux cette reine. Et si on fait encore une fois, c'est la vision de l'artiste, hein, mais si on fait un mimétisme d'Ablapoku avec les religions, le sacrifice du fils, la mère protectrice, le Komoé qui se calme, qui s'ouvre pour laisser passer, Moïse avec le passage de l'eau. Poku qui dit à tous ces gens, bon voilà qu'on est là maintenant, il faut qu'on aille concourir, aller porter la bonne parole des actes. Mais il y a vachement de similitudes. Donc, c'est pour ça que la culture, c'est intéressant. Parce que justement, à travers ce qu'on va donner, on va comprendre des peuples. On va comprendre le pourquoi, le comment des choses. Et c'est ça que je veux partager. Je ne veux pas partager des gens qui dansent et des chants et des... Voilà. Ou des choses qui... Même les pièces de théâtre que j'ai écrites, je ne sais plus comment on dit. Mais c'est quand même des pièces socio-satiriques sur nous. Sur nous. Parce que souvent, et je le dis pour autant à droite, à gauche, chez les blancs, chez les noirs, lorsqu'on écrit, on écrit soit pour les blancs, soit on écrit pour les noirs, mais on est dans un pays où tout le monde vit ensemble. Je crois être le rare à écrire des pièces qui concernent tout le monde. Parce que c'est ça aussi. On regarde l'autre de façon différente. Et puis sans fioriture. Parce que dans mes pièces, je ne juge pas. Je dis ce qui est. Si la lune est jaune, elle est jaune. Je veux dire, bon voilà, c'est point. Je ne vais pas aller mettre une lune verte en essayant de défendre pourquoi la lune devrait être verte. Donc voilà. Et c'est ça. Et c'est par là qu'on apprendra à s'aimer, à s'accepter et à se comprendre. C'est toujours... Alors on me dit souvent... Alors, pour avoir les cheveux qui gonflent, mais... Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon médecin? Et je leur dis, il faut être un bon metteur en scène. Mais oui. Pour être un bon médecin, il faut être un bon metteur en scène. Et ce n'est pas du tout odieux, ni disgracieux, et encore moins ironique. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le médecin, il est déjà dans un décor. Il est dans son cabinet, dans un costume, il a ses trucs. Et puis si le médecin n'est pas à l'écoute de son malade, de son patient, qui ne prenne pas le temps, mais qui regarde sa montre chaque 2 minutes, ou qui à peine écrit, il lui fait une ordonnance alors qu'il n'a pas touché, il n'a pas examiné, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on est quel médecin? Le malade, il a besoin, le patient, il a besoin d'abord d'être écouté, d'être guidé, et de se dévoiler au fur et à mesure, parce qu'il est en confiance. Mais c'est exactement le rôle quand je fais de la mise en scène. J'ai besoin de travailler avec des comédiens à qui je vais laisser s'exprimer, les mettre à l'aise, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça sera réel sur la scène. Et c'est comme ça qu'ils vont camper, ils vont rentrer dans un personnage véritable. Ils ne vont pas jouer du Abazen, ils sont Abazen. Et c'est ça. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le théâtre ou la culture de façon générale, parce que ça fait partie des arts vivants, c'est une dimension qu'il faut savoir absolument ouvrir. J'ai eu l'occasion de travailler en dehors de la médecine, j'ai eu des postes de responsabilité en tant que directeur commercial marketing et tout ça, et je me suis occupé de relations, des ressources humaines dans une de sociétés parce qu'il y avait de gros dégâts.
Vous pensez que si je n'étais pas bon metteur en scène, ou si je n'avais pas l'écoute, vous pensez qu'on aurait pu éviter tous les dégâts ou bien tous les conflits? Il faut savoir écouter les gens. Donc c'est très important. Cette démarche-là est très importante. Cette démarche de... Mais même dans des brainstorming et des formations, pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent donner l'information qu'il faut. Donc tout ça vient de l'art vivant. On parlait juste avant de la tradition africaine où il y avait l'arbre à palabre où chacun s'installe, chacun s'exprime. On laissait les gens s'exprimer. Donc je crois que c'est très important. C'est pour ça que toujours je dis, le vivre ensemble, c'est par la culture, par la compréhension de l'art et de la culture, c'est très important. Et si justement on veut un peu synthétiser votre pensée, on comprend que par la culture, de manière générale, et par l'art vivant, le théâtre ou par la musique, on peut atteindre des dimensions de l'être qui unissent les différentes personnes qui participent en tant que créateur de spectacle ou en tant que spectateur. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, vous en avez parlé, économique, parce que ça peut être aussi lucratif. Donc, on a une dimension économique intéressante, on a une dimension, on va dire, culturelle intéressante, euh, artistique, sentimentale, Et humaine. humaine. Vous avez aussi parlé de satire, donc ça permet de faire passer des messages par l'humour, par l'art, par la poésie, etc. Alors pourquoi quelque chose qui est aussi complet, qui permet d'aller vers un monde véritablement meilleur dans tous les cas, et à tous les niveaux, pourquoi est-ce que ça, c'est pas plus développé? Pourquoi, à votre avis, hein, vous qui gravitez dans le monde du spectacle et de l'art en général, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une offre culturelle, j'y reviens, une offre culturelle plus étoffée, plus développée, puisque c'est lucratif, puisque c'est... etc. etc. Alors il y a plusieurs explications. Je crois que déjà l'explication, elle est déjà très lointaine du temps des rois. Il y avait ce qu'on appelle le fou du roi. Le fou du roi était là pour faire rire ou pour amuser le roi. Et à partir de ce moment-là, on a donné à ce fou du roi le titre de comédien, d'artiste et tout ça. Et je pense que on n'a fait que copier le fou du roi a changé, mais l'expression reste dans les mentalités et elles sont jusqu'à présent. Et dans les hautes dimensions riches et politiques et tout ce qu'on veut, c'est toujours ça, c'est toujours les fous du roi. Quand on a besoin d'amuser le bon peuple, les non-sans-dents, on va dire ça comme ça, eh bien, on a besoin d'artistes, de comédiens. Je me rappelle qu'un jour, il y a de ça peut-être 8 ans, on m'avait appelé à 2 heures du matin, une dame, c'est assez cocasse, à 2 heures du matin, un coup de fil, bon moi je laisse toujours mon téléphone parce que je suis quand même médecin, et donc mon téléphone est toujours ouvert, mon portable, et la dame me dit, bah, est-ce que vous êtes à Basel? Je dis oui. Elle me dit, bah là je vous appelle parce qu'on a une soirée, on a besoin d'artistes. Alors je dis à la dame, attendez, mais il est 2 heures du matin, et elle me répond, et alors? Tu es là pour gagner de l'argent, non? Tu n'es pas artiste? Ça veut tout dire. J'ai raccroché, forcément. Voilà, ça veut tout dire. Voilà, on est considéré pour amuser les gens. Pour amuser les gens. Et ça, quoi qu'on dise, ça continue. Les gens ne regardent pas l'artiste ou le comédien ou le danseur comme un art ou comme un métier. À partir où on n'est pas considéré comme un métier, mais des amuseurs, des rigolos, des jongleurs de mots, de trucs, on fait des jongleries. Et malheureusement, même dans nos sociétés modernes, on pense comme ça. Oh, qu'est-ce qu'ils veulent encore ces gens-là? Donne-leur leur argent, ils n'ont qu'à se taire. On leur donne un sac de riz. Voilà, point. Ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent raconter, ça ne les intéresse pas. Ils sont pas sans dents, mais sans oreilles. Donc voilà, on est des amuseurs.
Il y a une Mais même, condescendance. mais même lorsque moi, à Bazaine, avec ce que je représente, je vais voir, et malheureusement on va le dire, nos compatriotes, on me prend pour un amuseur. Et c'est pour ça que je ne veux plus les voir. Parce que je ne suis pas un amuseur. Moi, je leur propose du boulot. Ou ils me le donnent, ou ils ne me le donnent pas. Mais je ne suis pas un amuseur. Je ne viens pas mendier. Et c'est la particularité de nos compatriotes. C'est aussi la faute des artistes. Il est clair, je vais raconter une petite histoire, on va comprendre ce que je veux dire. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Mohamed, il n'arrivait pas à trouver du boulot, et on lui a dit, bah, écoute, il faut t'appeler Michel. Et pendant 40 ans, il s'appelait Michel. Et puis un jour, il se révolte, et il veut qu'on l'appelle Mohamed, comme à l'origine. On lui dit, ma femme, pendant 40 ans, tu as voulu être Michel. Il dit, oui, il valait mieux un Michel qui mange qu'un Mohamed qui meurt. Eh bien, les comédiens, c'est ça. Quand ils n'ont plus rien, ben, ils acceptent n'importe quoi. Parce qu'ils ont quand même besoin de vivre. Parce qu'ils ont besoin, ils ont aussi des charges, ils ont aussi des familles. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas ne pas se permettre. Et donc, ils se contentent de broutilles. Donc, c'est la deuxième chose. Une organisation de tous ces comédiens, de toutes ces fédérations. Et puis, la troisième chose, vous parlez du Zouglou, du coupé décalé, ça m'intéresse. Moi, je vais parler surtout du Zouglou. Parce que le Zouglou a commencé lorsque moi j'étais déjà en faculté de médecine à Abidjan, dans les années déjà 80, 83, déjà 85. C'était les premiers Zouglous. Et à l'époque, le Zouglou, c'était une manière de protester pour le multipartisme, pour les choses. Donc il y avait des vraies revendications. Donc, et ça a été le moteur des jeunes pour pouvoir justement dire non à Houphouët à l'époque, au président Houphouët, paix à son âme, et un truc parce que, bon, voilà, on voulait passer à une autre génération. Le Zoulou d'aujourd'hui, c'est autre chose, mais je veux dire, à l'époque, c'était ça, c'était un moyen de pouvoir dire, nous aussi, nous existons. C'était un peu notre mai 68, si on peut s'exprimer un peu. Après, on sait tout ce que comment les choses sont devenues, et comment on adule aujourd'hui certains artistes qui, à mon sens, ont des valeurs quand même douteuses. On ne va pas rentrer sur des exemples parce que, bon, on va s'égarer, mais ça, ce n'est pas les valeurs que moi, en tout cas, je veux défendre. Moi, mes valeurs, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas dans le m'as-tu vu, elles ne sont pas dans le non-respect, de l'irrespect et de la brutalité. Donc voilà. Donc c'est tous ces modules-là qui sont extrêmement, pas imbriqués, mais mélangés dans une carafe, alors que il n'y a pas de munition, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas être pareil. Voilà, tout est effectivement agriculture, mais après, voilà. Et malheureusement pour nous, pour ces personnes qui se battent pour des vrais, enfin, qui se battent pour ces valeurs dont je dis, parce que les autres aussi ont des valeurs, je ne veux pas dire que ce n'est pas des valeurs, mais ce sont les autres qui gagnent. Parce qu'on a besoin de monde, on a besoin de la masse, on a besoin du buzz, on a besoin d'un truc. Et lorsqu'on fait un truc élitiste, il y a très peu de monde à la porte. Parce que l'élite, ça dérange, je crois. Ça doit déranger. Voilà. Juste une petite question pour vous qui êtes un sachant dans ce domaine-là. Les initiatives culturelles en Côte d'Ivoire, de manière générale, est-ce qu'elles sont plutôt financées par est-ce que c'est plutôt des entreprises privées ou est-ce que c'est plutôt des entreprises dans le sens d'entreprendre publiques? Ouais, c'est des ministères. On ne fait pas de politique, hein. Oui, Mais factuellement. Non, mais de toute façon, je veux le dire, je ne vais pas me cacher. En tout cas, toutes les initiatives sur lesquelles moi j'ai travaillé, sur lesquelles il y a du monde, hein, ça a toujours été des entreprises privées. Le ministère public que je connais ne m'a jamais aidé. D'ailleurs, ça fait 40 ans que je fais de la scène. Et j'ai eu cette année, j'ai eu le privilège d'avoir le second prix d'excellence
du président de la République, M. Alassane Ouattara, et j'ai été extrêmement surpris, mais extrêmement honoré d'avoir ce prix-là, parce que pour moi, j'étais complètement ignoré, alors que bon, ça fait quand même 40 ans que je fais de la scène, et j'ai été vraiment très surpris, et vraiment très heureux, qu'enfin on me dise, waouh, donc j'existe, donc ils savent que j'existe. Je ne sais pas comment vous le dire, ça a été un moment de bonheur énorme. Alors ça tombe mal que ça tombe en 2020 avec le Covid, puisque j'ai eu une deuxième distinction. La France me reconnaît en tant que chevalier de l'ordre du mérite des arts et des lettres. Donc j'ai reçu aussi ma médaille, bon, que je n'ai pas pu avoir parce qu'il y a eu Covid et tout ça, donc j'attends pour qu'on me la remette officiellement. Mais cette année, j'ai eu ces deux médailles. Enfin, ces deux prix, hein, une médaille. Donc, voilà. Alors, une fois j'ai dit ça, mais si je suis connu, mais pourquoi on ne vient pas m'aider? La preuve, c'est que j'ai fermé ma boîte de production parce que, justement, je n'ai pas eu d'aide. Et c'est une boîte qui existe depuis 15 ans et qui a été fermée. Alors, je parle de moi, mais mon cri est mon cri de douleur et le cri de douleur de toutes les autres sociétés de production. Mais j'ai quand même fermé. J'ai quand même fait, voilà, on a fermé parce que je ne peux pas tenir. On ne sait pas que ça s'arrête. Pas de projet, pas rien. Et on ne peut pas continuer comme ça, puisqu'on n'a eu véritablement aucune aide. Donc, dire que le ministère de la Culture ne finance rien, je ne peux pas dire ça. Mais je ne sais pas ce qu'ils financent. Ils ont sûrement des projets. Alors, le salon du livre et tout ça, c'est certain. Mais est-ce qu'ils financent des troupes théâtrales, des troupes que je connais? Honnêtement, je ne peux pas répondre. En tout cas, toutes les personnes avec lesquelles je travaille autour de moi, aucune n'est financée par le ministère. C'est que des initiatives privées. Donc il y a quand même dans le monde privé des gens qui sont sensibles à la... Absolument, et heureusement. Heureusement. Des grands groupes internationaux, des directeurs de sociétés, voilà, comme je ne peux pas citer de nom, donc c'est bien dommage parce que ces personnes-là nous ont beaucoup aidés. Oui. Et alors, de manière très concrète, si aujourd'hui un enfant est particulièrement talentueux dans un domaine culturel, dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, que ce soit de la musique classique ou de la musique avec des instruments plus traditionnels, ivoiriens ou africains en général, cet enfant-là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce qu'il a les moyens de travailler sa passion? Est-ce qu'il a les moyens de développer sa passion? Est-ce qu'il a les moyens de s'épanouir dans sa passion? Je vais donner 3 exemples très précis, parce que c'est une très bonne question. Il y a 10 ans, oui, ça va faire 10 ans maintenant, j'ai décidé de remettre la musique classique au gré du jour, on va dire ça comme ça. Et donc, en décembre, j'ai fait un spectacle qui s'appelle, à l'époque, ça s'appelait Décembre classique, maintenant ça s'appelle Décembre insolite. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé ce projet, les gens me prenaient pour un fou. Ils m'ont dit, mais la musique classique, ça n'intéresse personne. La musique classique, ça n'intéresse personne. Donc, on me dit, vraiment, je suis complètement malade. Je me suis quand même, j'ai tenu bon, et j'ai coupé mes premiers spectacles. Et au bout du 3e décembre classique, j'ai fait venir, comme il n'y avait pas de musiciens sur Abidjan, je suis allé rendre visite à l'INSAC. J'avais parlé de mon projet, mais avec certains musiciens, et un jour on m'a dit, il faudrait venir, on va faire une répétition. Et donc j'arrive à l'INSAC avec une amie qui avait une oreille musicale énorme, parce que moi je ne connais rien en musique, hein. Enfin j'aime bien, mais je n'ai pas de talent. Hein. Pour talent, j'ai que mes idées, voilà, mais je ne suis pas musicien. Et on rencontre un ensemble d'orchestres dans les cages d'escalier de l'INSAC. Dans les cages d'escalier de l'INSAC. Et là, ils étaient tous avec des trombones, des sax, des flûtes, tout ça. Ça tenait à peine, bon voilà. Et puis, il y avait un chef d'orchestre, quand même, il y avait un truc.
Et il n'y avait pas du tout d'instruments à cordes. Il n'y avait que des instruments à vent. Et puis, ils ont fait bonne figure, ils m'ont fait un truc, j'ai écouté tout ça. Ma copine m'a dit, mais non, ça ne marche pas du tout ce truc-là, ça ne va jamais fonctionner. Et moi, j'ai dit, ah, mais si, je pense que ça va fonctionner. Et j'ai dit à Fabrice, puisque c'était le truc, à Fabrice, j'ai dit, écoute, tu sais, Fabrice, je trouve que ce que vous faites est super, on va aller beaucoup plus loin. On va maintenir cet orchestre-là, on va faire quelque chose tous les décembre, et tu vas voir un jour, on fera venir, on aura des violons, on aura des contrebasses, on fera venir le monde entier à Abidjan pour nous écouter. Fabrice me dit, il pensait avoir affaire à un extraterrestre. 3 ans après, je fais venir des violonistes de Barcelone qui viennent, qui repèrent un musicien qui commençait à ébaucher le violon. Ils prennent ce violoniste, on s'arrange à lui trouver une bourse. Il va à Séville. Il le forme pendant 3-4 mois ou 5 mois, 6 mois, il revient. On commence à travailler sur le violon. Aujourd'hui, on a un ensemble de 26 violons à l'INSAC. Et je peux le dire que j'ai été le promoteur de ce changement. J'ai permis au violon de revenir. Mieux, il y a 3 ans, je faisais Carmina Burana. On fait venir l'un des plus grands contrebasses de France. L'année dernière, on a eu un contrebasse à l'INSAC. Donc je veux dire, et là, le 3e exemple, j'ai découvert un danseur classique sur Facebook. Un jeune talent qui faisait des photos sur Facebook, qui faisait des trucs au niveau d'Atoban, le rond-point d'Atoban. Je trouvais ça complètement incroyable. J'ai rencontré ce jeune à l'époque, il avait 16 ans. 1 an et demi, 2 ans après, je le fais participer à un de mes spectacles, aux Enfoiriens. On le repère. 2 ans après, je décide de monter le bolo de Ravel ici, que j'appelle Ravel by Africa. Et je mets ce jeune en avant. Et je fais un appel à la fin du spectacle pour qu'on puisse aider ce danseur à se former et à trouver une vraie école. Aujourd'hui, il évolue à Manchester. Wow. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une soprane qui est partie à Bordeaux. Qui est partie il y a 5 jours, écrit aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que c'est la volonté privée. Et c'est bien dommage. Oui, pour répondre à la question, on a la possibilité de pouvoir faire plus ici. Faut-il encore qu'on nous donne les moyens pour pouvoir ouvrir. Alors, dernière trouvaille, c'est qu'aujourd'hui, il y a un conservatoire qui s'est créé depuis 1 an avec ce Fabrice Kofi, dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, il est à la tête de ce conservatoire. Donc je vais dire, il faut se donner les moyens. On a des capacités, on a des compétences, mais il faut qu'on y croie. Et ça, on revenait à ce qu'on disait, c'est ça la culture. C'est pas seulement, c'est donner aussi des moyens économiques pour que ces personnes-là puissent demain faire quelque chose d'intéressant et revenir enseigner. Parce que le but, c'est pas de former des gens qui restent, c'est de donner des gens qui puissent revenir enseigner chez eux, à condition qu'on leur donne les moyens de le faire. Et dans l'idéal, c'est d'avoir ici des structures pour former. Bien sûr. Alors c'est un de mon travail avec Philippe Noiret, qui est le fameux contrebasse dont je vous ai parlé. On a pris contact avec l'ambassadeur de France et qui a tenu justement, qui est très ouvert à M. Gilles Huberson, qui est très ouvert à qu'il y ait justement un vrai partenariat pour qu'on puisse former les gens et que les gens ne soient pas obligés de partir là-bas avec des diplômes reconnus d'ici, passés ici, mais reconnus en France. Donc c'est un travail sur lequel on avance. Alors, bien sûr, il y a le Covid et tout ça, mais c'est des projets sur lesquels on veut y aller. Donc voilà, l'idée c'est de faire vraiment d'Abidjan une capitale culturelle forte, avec une école, une vraie école et tout. Mais bon, il faut que les gens y croient, il faut que les gens financent, il faut que le ministère y aille. Voilà, c'est des vrais projets. On profite de la vidéo pour lancer un appel alors à tous ceux qui ont envie de développer la culture, de développer l'art en général.
C'est hyper N'hésitez pas, important. il faut financer Il ce genre de il projet. faut financer, il faut financer. Il faut financer. C'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi sur l'enseignement, sur le truc, c'est de l'argent investi. C'est jamais, jamais perdu. Voilà. Docteur Abazen, cette fois j'ai dit docteur. Alors on arrive au terme de notre rencontre. Et vous allez devoir répondre à nos 7 questions de fin, c'est un petit rituel qu'on a. Alors, on précise qu'il faut y répondre en une seule phrase, mais évidemment, si vous sentez l'inspiration de faire en 2 ou 3 phrases, c'est pas grave. La première question, si vous pouviez choisir un super pouvoir, quel serait-il? Waouh, bonne question. Je suis tellement pour la laïcité et la paix. Alors je ne sais pas si je pouvais avoir ça pour que tous les hommes puissent vivre en paix et se comprendre, vraiment sans se battre au nom de quelque chose, oui, au nom d'un suprême être ou tout ça. Vraiment, je pense que si j'avais ce pouvoir-là, je crois que c'est le premier truc que je ferais. Il faut que les hommes vivent en paix, voilà, et qu'ils se comprennent. Oui, on a besoin de tout le monde. Alors, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre vie? Alors, à part mes enfants, bien sûr, non, je suis fier de mon parcours. Honnêtement, c'est peut-être la première fois qu'on me pose la question aussi directement. Non, je suis fier parce que je suis parti de rien. J'ai des parents extraordinaires qui étaient pas du tout intellectuels. Et je trouve j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui nous ont permis de s'épanouir. Et ce que je fais actuellement, sur le plan culturel, sur le plan d'aider les gens à partir, alors que moi, bon, voilà, ça a été très difficile. Oui, je peux dire que je suis fier de ça. Voilà, si on peut. Alors, je ne peux pas donner un truc. C'est vrai que Carmina Burana, ça a été quelque chose vraiment d'extraordinaire, mais on va dire ma réussite culturelle. Mais quand j'ai réussite, c'est personnel, c'est pas la réussite. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé avec très peu de moyens et la vision des choses. Voilà, c'est ça. Alors, pour vous, c'est quoi le sens de la vie? Ah, dis donc. Alors, je ne sais pas s'il y a un au-delà. Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Mais je pense qu'il faut tout réussir ici et puis il faut vivre sa vie. Je crois que le sens de la vie, c'est pas de dire, voilà, comme on va prendre un exemple, mais terrible, horrible même, tous ces gens qui s'explosent sous prétexte qu'ils vont retrouver 15 vierges là-haut. Voilà, c'est tellement horrible. Voilà, je prends 2 exemples. Je pense que la vie, c'est celle-là, c'est celle que Dieu nous a donnée. Il faut faire en sorte que chacun de nous puisse aider l'autre. Je pense que le sens de la vie, c'est aider l'autre. Vraiment. C'est pas de dire choisir qui on est, qui on n'est pas, selon je sais pas quoi. Non, la vie c'est celle-là. Donc autant la vivre de façon la plus heureuse possible. Voilà, je ne sais pas si c'est. Oui, c'est ça. Alors, vous avez dit la vie que Dieu nous a donnée. Oui, c'est ça. Votre définition de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah C'est la 4e question. Dieu, c'est nous. C'est le regard que je porte sur l'autre. C'est la conscience que j'ai pour l'autre. C'est l'amour que je porte pour l'autre. La haine, je n'en ai pas, j'ai très peu de haine. Mais c'est aussi peut-être la rancœur que j'ai pour l'autre, mais qui part très vite. Parce que Dieu, c'est bon, c'est la bonté. Donc, Dieu, c'est nous, c'est une très bonne question. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de développer parce que je trouve qu'elle est, surtout en ces périodes pénibles, là, je trouve que c'est une bonne question. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est né sous prétexte d'aucun Dieu, j'irai tuer quelqu'un. Ou j'irai dire à quelqu'un, je suis meilleur que toi. Que ce soit sur le plan de la religion, sur le plan intellectuel ou sur le plan de la couleur. Je ne supporte pas ça. Donc Dieu, c'est nous. Et Dieu nous ressemble. Voilà. On est fait à l'image de Dieu. Alors, la 5e question. Est-ce que vous avez une œuvre artistique, musicale, enfin théâtrale, peu importe, un morceau d'art à nous conseiller? Un livre, une chanson, un film, une pièce?
J'aime bien Carmina Burana, au niveau classique, c'est une œuvre que, bon, c'est vrai qu'elle fait un peu, c'est grandiose, mais il faut aller au-delà. Je trouve que C'est païen aussi. c'est païen, oui, c'est vrai que c'est parti d'un truc païen, mais c'est l'histoire qui est intéressante, l'histoire de la roue qui tourne. C'est-à-dire que tu peux être riche et tomber, tu peux te relever, mais n'oublie jamais que tu es déjà tombé. Et je trouve que ça, c'est une belle philosophie de la vie. Ça, c'est un truc. Euh, Au niveau livre, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, mais bon, qu'on connaît tous, hein, c'est L'Alchimiste. Je trouve que c'est un livre qui a un sens important de la vie ou du sens de la vie. Et il y a un troisième livre que j'aime beaucoup, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, que je lis souvent. Bon, c'est à un autre niveau, voilà. Une pièce de théâtre, toutes mes pièces de théâtre. Alors, 6e question, si vous deviez donner un conseil à l'humanité, quel conseil donneriez-vous de par toute l'expérience que vous avez eue de la vie, de l'art, de la culture? Respecter la nature. Respecter la nature. Je trouve que c'est scandaleux ce qu'on fait à la nature et qu'on sait. Je ne supporte plus les discours des hommes politiques parce que ça me cœur. Bon, bien sûr, je ne suis pas. Je veux dire, il ne faut pas être. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'on est arrivé à un certain stade et c'est compliqué. Mais je sais, par exemple, la dernière fois, on me racontait une histoire de quelqu'un qui était en train de construire ici et qui devait carrément démolir une partie de la forêt et ça ne semblait pas être énorme tout ça parce qu'effectivement lorsqu'il construira ça va faire de l'argent. Donc ce truc-là, je trouve qu'il faut arrêter quoi. Je ne comprends pas souvent la puissance financière. Pourquoi lorsqu'on en a autant, on en recherche autant alors que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec. Je ne sais pas. Respecter la nature, oui. Je pense que si je vais un conseil de même chose, c'est bon quoi. Il faut aller sur la recherche médicale, ça c'est important, mais tout ce qu'on fait subir au monde, à la terre, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est terrible. Alors peut-être que le monde de l'art, le monde du spectacle peut se mobiliser aussi pour apporter sa oui, alors, contribution. oui, c'est sûr et certain. Je pense d'ailleurs qu'ils se mobilisent. Après, la bonne question, c'est de savoir, est-ce que le simple fait de le dire ou de le dénoncer fait réagir les gens? J'en ai une bien bonne là-dessus d'ailleurs. J'ai une bonne. La première pièce que j'ai écrite, c'est Toubabou Story, où je dénonçais un peu le comportement de certains expatriés lorsqu'ils repartaient, ils revendaient tout, mais ils revendaient vraiment tout, jusqu'à un gobelet et tout ça. D'ailleurs, on voit deux fois sur Facebook. Et les personnes qui ont joué la pièce, c'était des personnes que j'avais rencontrées, donc, et dans les personnes, il y avait quand même des expatriés. Et bien, quand ces gens sont partis, ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu, y compris leur gobelet. Ils ne l'ont pas donné cadeau, alors qu'ils ont joué la pièce. Donc, forcément, je ne sais pas si le simple fait de dénoncer permet. Voilà, je pense que c'est une question de conscience collective. Alors, comment on acquiert la conscience collective? Bonne question. C'est la deuxième face de la même pièce. C'est-à-dire que l'art peut exalter, l'art peut élever l'âme, mais l'art peut aussi enivrer. C'est ça. Et puis voilà, on révéler des côtés plus obscurs de, c'est ça, c'est clair. de la personne ou de la société. C'est ça, absolument. Alors, la dernière question. Vous avez eu 18 ans. Ah. Si le Abazen d'aujourd'hui devait rencontrer le Abazen de 18 ans, qu'est-ce qu'il lui dirait? Quelle serait la phrase que vous lui diriez? Ne change rien. Ne change rien. Moi, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu plein de trucs. Je trouve que la vie elle mérite d'être vécue. La mienne a été belle. Enfin, elle est belle parce qu'elle continue un truc. J'ai toujours cette âme enfin pas d'enfant, parce que j'ai pas d'âme d'enfant, mais j'ai cette volonté de construire des choses. C'est vrai que aujourd'hui, je regarde derrière, il y a beaucoup plus derrière que devant. Ça m'effraie. Parce que justement, j'ai plein de choses que je n'ai pas encore fait. Est-ce que je vais les réaliser? Et puis après, on se rend compte que, bon, les années sont passées très vite. Très, très vite. Donc, je dirais à ce garçon de 18 ans, Abbas,
Surtout ne perds pas de temps dans les futilités. Voilà, c'est ça. Après, il y a une autre dimension, hein, c'est que les gens, ils vivent leur vie et même si on leur parle, ils ont envie de faire leur propre expérience. Ça aussi, je l'ai appris à mes dépens. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'ils vivent, en tout cas qu'ils apprennent déjà très vite à se connaître et ce qu'il a envie. Ça évite les erreurs. Moi, il y a des choses que j'ai compris bien plus tard. Il faut assumer les erreurs qu'on a faites avant. Voilà. L'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte, comme Voilà, disait... absolument. Très bien. Docteur Abazen, merci du fond du cœur, de la part de notre chaîne, de la part de tous ceux qui nous regardent, et puis que l'amour et la paix habitent votre âme à tout jamais. Amen, comme diraient les bons pensants. J'étais ravi. J'espère surtout que ces messages et cette conversation portera ses fruits et surtout que je ne vous ai pas trop ennuyé pendant tout ce temps-là. Merci. Absolument pas.